Silas Blackwood connaissait la solitude. Elle était sa compagne constante depuis 3 ans, depuis que la fièvre lui avait arraché sa Mary. Elle était son soleil, son rire, son avenir, cette flamme chaleureuse qui réchauffait son monde rude. Maintenant, il ne restait qu'un vide dévorant et glacial, que ni les vastes étendues de la prairie à perte de vue, ni le martèlement monotone des clous dans la clôture, ni même le whisky fort du soir, ne pouvaient remplir, ne laissant qu'un arrière-goût amer. Son ranch, autrefois plein de vie, de rire et de projets partagés, n'était plus qu'un assemblage de rondins et de pierres, un refuge silencieux pour son chagrin. Il vivait selon un emploi du temps strict, presque rituel. L'aube, travail jusqu'à l'épuisement, le crépuscule, dîner en silence, troublé seulement par le hurlement du vent, la nuit, un sommeil agité, interrompu par des souvenirs vifs et douloureux. Cette routine était son unique échappatoire à la folie, un moyen de ne pas sombrer dans l'abîme de la douleur. L'hiver dans le Far West était toujours rigoureux, impitoyable envers ceux qui n'étaient pas préparés. Mais celui-ci était particulièrement cruel. Dès le matin, le ciel s'était couvert de lourds nuages de plomb, annonçant le malheur, et à midi, une véritable tempête de neige s'était déchaînée. La neige tombait en gros flocons duveteux, recouvrant instantanément le sol d'un manteau dense et impénétrable, transformant les contours familiers des collines et des arbres en silhouettes fantomatiques et indistinctes. Le vent hurlait comme un loup affamé, s'infiltrant par les moindres fissures des murs et sifflant dans la cheminée, emplissant la cabane d'un son glaçant. Ce n'était pas seulement du mauvais temps, c'était une force de la nature, impitoyable et dévorante, comme le reflet de son propre état intérieur. Une tempête froide, une obscurité impénétrable, engloutissant. Tout espoir et ne laissant que le désespoir. Malgré la tempête déchaînée, Scylla décida de sortir. Non pas qu'il y eût quelque chose d'urgent ou de pressant. Le bétail était en sécurité dans l'enclos. Il avait du bois de chauffage pour 1 mois, et les provisions étaient suffisantes. Il ne pouvait tout simplement pas rester enfermé entre 4 murs, où chaque recoin, chaque objet lui rappelait Mary, sa présence. Son rire, qui semblait encore résonner dans l'air, son regard tendre, sa petite main chaude dans la sienne. Il ressentait un besoin insupportable, presque physique, de bouger, pour étouffer la douleur. Il enfila sa veste la plus chaude en peau de mouton, imprégnée de fumée et de laine, abaissa son chapeau à large bord pour se protéger du vent, et sortit, s'immergeant dans le tourbillon blanc où le monde disparaissait derrière un voile de neige. Il voulait vérifier les pièges éloignés qu'il avait tendus pour les animaux à fourrure, mais ce n'était qu'un prétexte pour s'échapper de lui-même, de ses pensées obsédantes et du silence oppressant de la maison. Il marchait, s'enfonçant jusqu'aux genoux dans la neige, chaque pas étant difficile, comme s'il traversait un bourbier visqueux. Son visage était brûlé par le vent glacial, les flocons de neige tranchant lui piquaient la peau, et ses yeux larmoyants, perdant presque toute capacité à voir. La visibilité était quasi nulle. Le monde autour de lui s'était transformé en un voile blanc continu et uniforme, où il n'y avait ni haut ni bas. Il ne se fiait qu'à son instinct, à sa connaissance de longue date du terrain et à son sens habituel de l'orientation. Il marchait depuis environ 1 heure lorsque, à travers le hurlement perçant du vent, il perçut un son à peine audible. Non pas un rugissement ou un hurlement d'animal, mais quelque chose d'autre, humain. Un gémissement faible, intermittent, presque entièrement dissous dans la tempête, mais néanmoins perceptible. Scylla s'immobilisa, son corps se tendit instantanément. Son cœur, longtemps habitué à un rythme régulier, presque indifférent, se mit soudain à battre plus vite, résonnant de coups sourds dans ses tempes. Il écouta, retenant son souffle. Le gémissement se répéta, un peu plus fort, empli d'une douleur et d'un désespoir insupportables. Il se dirigea vers le son, s'enfonçant dans les congères, ce qui lui arrivait à la taille, sa main se posant instinctivement sur l'étui de son revolver. On ne savait jamais ce qui pouvait arriver par un tel temps. Le Far West était plein de dangers,
et il n'était pas toujours naturel. Et c'est alors qu'il la vit, presque entièrement ensevelie sous une congère. Comme un tas de chiffons, recroquevillés en position fétale, gisait une femme. Ses vêtements, fins et légers, étaient totalement inadaptés à un tel temps, déchiré et glacé. Son visage était livide, presque sans vie, ses cheveux étaient gelés et collés à sa peau, et ses mains, croisées sur son ventre, serraient convulsivement quelque chose contre elle, comme pour protéger un trésor inestimable. Elle était enceinte. De toute évidence, à un stade avancé, son ventre était énorme malgré son corps émacié. Un choc traversa Silas jusqu'aux os. Une femme, seule, dans une telle tempête de neige, au seuil de la mort, et enceinte. Des pensées rapides et chaotiques défilèrent dans sa tête. C'est une étrangère. Elle pourrait être un problème. Elle pourrait mourir ici même, dans mes bras. Que dois-je faire? Passer mon chemin? Retourner à ma solitude? Son cœur endurci semblait vouloir repousser cette vision, revenir à son indifférence habituelle. Mais il vit alors son visage, déformé par la souffrance, ses paupières closes, et dans sa mémoire, comme un éclair lumineux, apparut le visage de Mary, ses yeux pleins de vie, ses rêves d'enfant. Quelque chose en lui frémit, comme une vieille corde oubliée. Il ne pouvait pas passer son chemin. C'était contre tout en quoi il croyait, contre sa propre humanité, qu'il avait depuis longtemps enterrée sous une couche de chagrin et de désespoir. Il s'agenouilla à côté d'elle, ses propres genoux s'enfonçant dans la neige, essayant de dégager la neige qui la recouvrait presque entièrement. Elle était froide, presque glaciale au toucher. Sa peau semblait marbrée. Sa respiration était saccadée et faible, à peine perceptible. « Hé, tu m'entends ?» Sa voix était rauque de froide et d'émotion. Il essayait de l'interpeller. Elle ne répondit pas, se contentant de gémir faiblement, son corps frissonnant. Silas comprit qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Chaque seconde pouvait être la dernière pour deux vies. Il la souleva avec précaution, mais résolument. Elle était légère, presque en apesanteur, comme une plume, mais son corps était raidi par le froid. Et il sentait ses os percer sous ses vêtements fins. Il sentit ses mains, même inconscientes, se serrer instinctivement sur son ventre, comme pour protéger le trésor le plus précieux. C'était un enfant, une nouvelle vie, dans cette tempête, dans cet enfer. Le chemin du retour vers la cabane, qui ne prenait habituellement pas plus d'une demi-heure par beau temps, se transforma en un véritable enfer, en une lutte atroce et interminable. Le vent le frappait au visage comme des poings, la neige lui aveuglait les yeux, et le froid glacial pénétrait jusqu'aux os, drainant ses dernières forces. Silas trébuchait, tombait dans de profondes congères, mais se relevait aussitôt, serrant plus fort contre lui son corps fragile et glacé. Il sentait ses propres forces s'épuiser, ses muscles brûlés de tension, mais la pensée que dans ses bras il y avait non seulement une femme, mais aussi une vie à naître, le poussait en avant, lui donnant une endurance surhumaine. Il devait la ramener, il devait la sauver. C'était son nouveau but, son nouveau combat, son nouveau sens. Il ne savait pas qui elle était, d'où elle venait, pourquoi elle se trouvait là dans cette solitude. Mais à ce moment-là, cela n'avait pas d'importance. Seule une chose importait, la ramener à la chaleur, à la vie, au salut. Chaque pas était un combat. Le vent, tel un ennemi invisible, tentait d'arracher la femme des bras de Silas. La neige lui aveuglait les yeux, et le froid glacial pénétrait jusqu'aux os. Ses poumons brûlaient, ses muscles étaient endoloris par l'effort. Mais il ne cédait pas. L'image de Mary, ses derniers soupirs remplis de douleur, traversa sa mémoire, et il serra les dents. Non, il ne permettrait pas que cela se reproduise. Il ne permettrait pas qu'une autre vie s'éteigne entre ses mains. Il devait la ramener. Finalement, à travers le voile blanc du blizzard,
Les contours sombres de sa cabane apparurent. Ce n'était pas seulement un abri, mais un phare d'espoir dans le chaos déchaîné. Silas, rassemblant ses dernières forces, s'effondra littéralement dans la maison, haletant lourdement. Il déposa délicatement la femme sur le sol près du foyer éteint, puis, sans perdre une seconde, se précipita vers le tas de bois. Ses mains tremblaient de froid et de fatigue alors qu'il allumait le feu. Les branches sèches s'enflammèrent, puis les bûches prirent, et la cabane fut emplie d'une odeur de fumée et de chaleur. Les premières flammes, dansant dans le foyer, lui parurent le plus beau spectacle du monde. Il apporta des couvertures et des pots, enveloppant la femme, essayant de réchauffer son corps transi. Il était maladroit. Silas était un cow-boy, un chasseur, mais certainement pas une infirmière. Ses grandes mains, endurcies par le travail, semblaient trop rudes pour une créature aussi fragile. Il tenta de lui faire boire de l'eau tiède, mais elle y était trop faible pour avaler. Ses lèvres étaient teintées bleues, sa peau glacée. Il sentit son propre cœur se serrer d'impuissance. « Tiens bon, » murmura-t-il sa voix rauque. « Tiens bon, tu vas t'en sortir. » Il ne savait pas s'il s'adressait à elle ou à lui-même. Les heures s'étirèrent lentement, emplies d'une attente anxieuse. Silas restait assis à côté, jetant du bois dans le feu, observant sa respiration. Il voyait ses mains, même inconscientes, se serrer instinctivement sur son ventre, comme pour protéger ce qu'elle avait de plus précieux. Cela révéla immédiatement à Silas sa principale préoccupation, l'enfant. Une vie à naître qui dépendait d'elle et maintenant de lui. C'était plus qu'un simple sauvetage d'une inconnue. C'était la responsabilité de 2 vies. Il ne savait pas qui elle était. D'où venait-elle? Pourquoi se retrouvait-elle seule dans une telle tempête, au seuil de la mort? Ses vêtements ne donnaient aucune indication, si ce n'est qu'elle était une citadine, pas une autochtone. Cela ajoutait un élément de mystère et d'anxiété. Était-elle une fugitive, perdue, victime d'une agression? Les questions se bousculaient dans sa tête, mais il n'y avait pas de réponse. Progressivement, très lentement, la chaleur commença à revenir dans son corps. Sa peau retrouva une teinte plus saine, et sa respiration devint plus profonde et plus régulière. Silas ressentit un soulagement qui était presque une douleur physique. Il remplaça les couvertures mouillées par des sèches, continuant à jeter du bois. Il ne dormit pas une minute, ses yeux rivés sur elle, comme s'il craignait qu'en clignant des yeux, elle ne disparaisse. À l'aube, alors que le blizzard s'était un peu calmé et qu'une lumière pâle filtrait par la petite fenêtre de la cabane, la femme ouvrit les yeux. Ils étaient immenses, couleur chocolat noir, et emplis de peur. Elle regarda Silas, puis ses mains serrant son ventre, puis de nouveau lui. Dans son regard, on lisait une méfiance mêlée de questionnement. « Où suis-je » murmura-t-elle, sa voix faible mais vivante. « Dans ma cabane » répondit Silas, sa voix rauque de fatigue. « Je t'ai trouvé dans le blizzard. Tu étais en train de mourir. » De froid, elle tenta de se lever, mais Silas posa délicatement sa main sur son épaule. « Non, tu es trop faible. Repose-toi. » Son toucher était maladroit, mais sans menace. Elle le regarda, son visage émacié et mal rasé, ses yeux fatigués mais bienveillants. Dans son regard, quelque chose qui ressemblait à de la gratitude apparut, mais disparut aussitôt, remplacé par la prudence. Elle était en territoire inconnu, dans la maison d'un homme étrange qui l'avait sauvée. Elle ne savait pas à quoi s'attendre de sa part. Scylla, de son côté, se sentait perdu. Il était habitué à la solitude, à la routine, à une vie sans surprise. Et maintenant, dans sa cabane, gisait une femme inconnue, enceinte, faible, et il en était responsable. Mais en même temps, un sentiment de but oublié depuis longtemps s'éveillait en lui. Il était utile. Il pouvait aider. C'était quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis qu'il avait perdu Mary. C'était inconfortable, effrayant, mais en même temps, cela.
lui procurait une étrange sensation de vie, presque oubliée. Le blizzard persistait, sans faiblir. Le mur blanc et impénétrable de neige et de vent coupait la cabane de Silas du reste du monde, la transformant en une minuscule île de chaleur au milieu de la tempête déchaînée. Ils étaient enfermés ensemble, des inconnus, liés seulement par l'acte de sauvetage et le miracle imminent de la naissance qui était sur le point de se produire. Les jours se confondaient en un flux continu et monotone, rempli de silence, du crépitement du feu dans le foyer et de la respiration lourde et saccadée de la femme transie. Silas, maladroit dans ses attentions, faisait tout ce qu'il pouvait, guidé plus par l'instinct que par l'expérience. Il jetait du bois dans le foyer pour maintenir la flamme et la chaleur vitale. Il préparait des repas simples mais nourrissants, une épaisse soupe de viande séchée et de légumes. Un thé chaud et fort à base d'herbes qu'il avait lui-même cueillies en été et stockées dans le grenier. Il lui servait de l'eau, changeait les couvertures mouillées pour des sèches, s'efforçant de ne pas la regarder trop longtemps, pour ne la gêner ni elle, ni lui-même. Ses grandes mains, endurcies par le travail, semblaient trop rudes pour une créature aussi fragile. Ses mouvements étaient de gauche, mais ses intentions étaient pures et sincères. Il se sentait à la fois mal à l'aise et responsable, comme si quelque chose d'énorme et d'insurmontable reposait sur ses épaules. Il était habitué à prendre soin du bétail, à travailler la terre et le bois, mais s'occuper d'une femme fragile et enceinte, au bord de la vie et de la mort, était une expérience totalement nouvelle, effrayante et en même temps attirante. La femme, qu'il avait mentalement nommée Elara, car elle n'avait jamais révélé son nom, reprenait lentement conscience. Elle commençait à manger, à boire, ses yeux, couleur chocolat noir, devenaient plus clairs, et une lueur de conscience y apparaissait. Mais elle restait méfiante, comme un animal sauvage piégé, prêt à s'enfuir à tout moment. Son regard glissait constamment sur Silas, l'étudiant, essayant de comprendre qui il était, ce qu'il voulait, quelles étaient ses intentions. Elle répondait par monosyllabes, si elle répondait, à ces questions rares et maladroites, comme si chaque mot lui était difficile ou trop dangereux. Elle était comme un ressort tendu, prêt à bondir. Sa grossesse était évidente, et chaque jour Silas ressentait plus fortement l'approche de l'accouchement. Cette pensée le remplissait de panique, d'une terreur presque animale. Lui, un homme n'ayant jamais assisté à un accouchement, ne savait absolument pas quoi faire. Il aurait pu s'occuper d'un animal blessé, le panser, aider une vache ou une jument à mettre bas, mais pas la naissance d'un être humain. Il essayait de se souvenir de ce que Mary, sa défunte épouse, lui avait raconté sur les accouchements, sur les enfants. Mais ces mots semblaient s'être dissous dans le brouillard du chagrin, ne laissant que des images vagues et douloureuses. Il se sentait complètement impuissant face à ce miracle et à cette responsabilité. C'est sa grossesse, sa vulnérabilité, son attente silencieuse, mais si évidente, d'une nouvelle vie qui éveillait en Silas des souvenirs douloureux, mais en même temps importants, guérisseurs. Il voyait Mary, il voyait son rire, son sourire, ses yeux pleins d'espoir et d'anticipation quand elle parlait des enfants qu'ils auraient, de la façon dont ils joueraient au ranch. Il se souvenait comment ils planifiaient l'avenir, comment ils rêvaient de petites jambes courant dans leur cabane, des rires d'enfants qui rempliraient leur vie de sens et de joie. Mais tout cela lui avait été arraché par un destin cruel. Mary était morte de la fièvre, sans jamais lui donner d'enfant, le laissant seul dans ce monde froid et désert. Sa mort avait laissé un vide béant dans son âme, qu'il essayait de combler par un travail épuisant et une solitude profonde et dévorante. Maintenant, en regardant Elara, il ne voyait pas seulement une inconnue qu'il avait sauvée de la mort. Il voyait en elle le reflet de ses espoirs déçus, de ses rêves perdus. Chaque gémissement, chaque mouvement de son ventre, chaque soupir provoquait en lui une douleur aiguë,
mêlée d'une tendresse étrange, presque effrayante, qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il sentait que cette femme, cet enfant, étaient d'une certaine manière liés à son passé, à son chagrin, et en même temps à sa possible guérison, à une chance de nouvelle vie qu'il n'espérait plus retrouver. Elara, à son tour, ressentait sa présence, son attention maladroite mais constante. Elle voyait sa douleur, sa solitude, sa bonté sincère qui perçait à travers sa rudesse extérieure. Peu à peu, un lien subtil commença à se tisser entre eux, au-delà d'une simple relation de sauveur et de sauvé. Elle commença à partager des bribes d'informations sur son passé, faisant allusion à une fuite, une perte, un destin difficile qu'il avait mené ici. Elle parlait d'une plantation, de la cruauté des maîtres, de son désir désespéré et dévorant de liberté, de la façon dont elle avait fui sans se retourner. Elle ne nommait pas de nom, ne donnait pas de détails. Mais Silas comprit qu'elle était une esclave en fuite. Cela ajoutait une autre couche de complexité et de danger mortel à leur situation, car une forte récompense était offerte pour les esclaves fugitifs. « Je devais atteindre les terres libres », murmura-t-elle un jour, les yeux fixés sur le feu, sa voix empreinte de douleur et d'espoir. Là où il n'y a pas de maître, où il n'y a pas de chaîne, où un homme peut être simplement un homme. Silas écoutait, son cœur se serrant de compassion et d'anxiété. Il comprenait que si elle était découverte, elle risquait le retour à l'esclavage. Une punition cruelle. Et lui, l'accusation d'avoir hébergé une esclave en fuite, ce qui était un crime grave. Mais il ne pouvait pas la livrer, pas après ce qu'elle avait traversé, pas après qu'elle se soit retrouvée dans sa maison, sous sa protection, pas après qu'elle soit devenue pour lui un symbole d'un nouvel espoir. La tension montait chaque jour, devenant presque insupportable. Le blizzard, bien que faiblissant, les empêchait toujours de quitter la cabane, les coupant du monde extérieur. Et le temps passait, rapprochant inexorablement l'inévitable. L'approche de l'accouchement devenait de plus en plus évidente et effrayante pour Silas, qui n'y était absolument pas préparé. Il sentait que sa solitude, son chagrin, ses vieilles blessures commençaient à reculer, cédant la place à une nouvelle responsabilité, effrayante mais si désirée, qui remplissait sa vie de sens. Il ne savait pas ce que le lendemain leur apporterait, il ne savait pas comment il s'en sortirait. Mais il savait une chose, il était là, et il était prêt à affronter ce qui devait arriver, prêt à y faire face. Le blizzard commença enfin à se calmer, mais le monde derrière la fenêtre restait blanc et silencieux, comme enveloppé d'un linceul. Dans la cabane de Silas, cependant, l'air était électrisé et lourd de tension. Et Lara, dont il n'avait appris le nom que la veille, était allongée sur le lit, son visage pâle et sa respiration rapide et saccadée. Les contractions avaient commencé soudainement, à l'aube, alors que Silas s'apprêtait à vérifier les pièges. La panique l'envahit. Lui, le cow-boy habitué aux dangers de la prairie, aux affrontements avec les bêtes sauvages et les bandits, se sentait complètement impuissant face à ce miracle et à cette douleur. Il arpentait la cabane, ne sachant que faire. Ses mains, habituées aux armes et aux lassos, tremblaient. « Silas », murmura Elara, sa voix était faible, mais elle contenait une supplication. « Aide-moi, il arrive. » Ces mots le tirèrent de sa stupeur. Il s'approcha d'elle, son visage déformé par l'inquiétude. « Que dois-je ? Que dois-je » faire, Elara. Elle lui serra la main, ses doigts étaient froids, mais sa poigne était ferme. De l'eau chaude et des chiffons propres, vite. Silas se précipita vers le foyer, ses mouvements étaient fébriles. Il posa la marmite d'eau, trouva des morceaux de tissu propre. Il tenta de se rappeler tout ce qu'il avait pu entendre sur l'accouchement, mais son esprit était vide. Dans sa mémoire, comme une hallucination, apparut le visage de Mary, ses dernières minutes pleines de douleur. La peur de la perte qu'il avait vécue alors déferla à nouveau,
menaçant de l'engloutir. Il ne pouvait pas perdre une autre vie. Pas maintenant. Pas ici. Il retourna auprès d'Elara, son regard empli de détermination. Il devait s'en sortir. Pour elle. Pour l'enfant. Il devint son soutien, son seul espoir dans ce monde rude. Il lui mouillait le front d'eau froide, lui murmurait des mots de soutien qu'il n'entendait pas lui-même. Il lui serrait la main lorsque les contractions s'intensifiaient, sentant ses ongles s'enfoncer dans sa peau. Les heures s'étirèrent à l'infini. La douleur d'Elara était presque palpable. Elle remplissait la cabane, serrant la poitrine de Silas. Il voyait sa souffrance, son désespoir, mais aussi son incroyable force, sa détermination à tenir bon pour son enfant. Il était là, respirait avec elle, ressentait chacun de ses gémissements. Il oubliait tout le reste, le blizzard, sa solitude, son chagrin. Il n'y avait qu'Elara, sa douleur et l'attente d'une nouvelle vie. Et puis, alors que le blizzard à l'extérieur semblait atteindre son paroxysme et que le vent hurlait comme 100 démons, Elara poussa un cri. Ce n'était pas un cri de douleur, mais un cri d'effort, un cri de lutte. Silas, les dents serrées, se prépara. Il suivit ses instructions, faisant tout ce qu'elle demandait. Ses mains étaient fermes et sûres, malgré le tremblement intérieur. Et soudain, le silence. Puis, à travers le bruit du vent, un son se fit entendre, tenu perçant, mais si fort qu'il transperça Silas jusqu'aux os. Un cri, le premier cri d'une nouvelle vie. Le monde de Silas bascula en un instant. Ce cri était le plus beau son qu'il ait entendu depuis de très longues années. Il était plus fort que le hurlement du vent, plus fort que son propre chagrin, plus fort que tous les souvenirs de perte. C'était un cri d'espoir, un cri d'avenir, un cri qui déchira le voile de sa solitude. Il le vit, un tout petit corps ridé et rouge qu'Elara serrait contre elle. Un garçon. Il était vivant. Il était là. Elara, épuisée mais le visage rayonnant, lui tendit l'enfant. « Prends-le, Silas, » murmura-t-elle, sa voix pleine de tendresse et de gratitude. Silas prit délicatement le nourrisson dans ses bras. Il était si petit, si fragile, mais en même temps si fort. Ses minuscules doigts serrèrent sur son gros pouce endurci. Silas ressentit un afflux d'une tendresse, d'une chaleur, d'un sentiment dévorant qu'il croyait perdu depuis longtemps. Il regarda ce petit visage, ces petits yeux clos, cette petite bouche, et son cœur, qui pendant des années avait été gelé par le chagrin, commença à fondre. Ce n'était pas seulement un enfant, c'était un symbole de nouvelle vie née au milieu de la tempête, un symbole d'espoir qui avait percé l'obscurité du désespoir. C'était une chance pour sa propre rédemption, pour un nouveau but, pour un nouveau sens à la vie. Lui, le cow-boy veuf, qui pensait avoir tout perdu, tenait maintenant l'avenir entre ses mains. Il leva les yeux vers Elara. Elle le regardait, ses yeux pleins d'une gratitude qui en disait plus que tous les mots. Il n'y avait pas de peur, pas de méfiance. Seulement un lien profond et indéfectible qui s'était forgé entre eux dans cette petite île de chaleur au milieu du blizzard déchaîné. Ils avaient traversé cela ensemble. Ils avaient créé une nouvelle vie. Et à ce moment-là, Silas comprit que son monde avait changé pour toujours. Les premiers jours après la naissance de l'enfant furent comme un rêve, tissés de fatigue, de soulagement et d'une tendresse ineffable. La cabane, autrefois refuge d'un cow-boy solitaire, était désormais remplie de nouveaux sons. Le doux souffle du nourrisson, ses rares cris exigeants et le murmure tendre d'Elara. Silas, qui se sentait encore totalement impuissant peu de temps auparavant, s'adapta avec une rapidité étonnante à la nouvelle routine. Il apprit à émailloter le petit corps, maladroitement mais avec amour, à nourrir le bébé au biberon pendant qu'Elara se reposait, et à le bercer en chantant d'anciennes ballades de cow-boy oubliés.
Il découvrit en lui une source de patience et de tendresse, dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Chaque contact avec le nourrisson, chaque souffle remplissait Silas d'un but nouveau, inconnu, mais si désiré. En cette minuscule créature, il voyait non seulement une nouvelle vie, mais aussi sa propre renaissance. Elara se rétablissait lentement, mais sûrement. L'accouchement dans de telles conditions avait été une épreuve difficile, mais sa volonté et son instinct maternel étaient plus forts que la fatigue. Elle s'occupait de l'enfant, ses gestes étaient imprécis et emplis d'amour maternel. Sa relation avec Silas s'approfondissait chaque jour. Il n'y avait plus entre eux la méfiance ou la défiance d'antan. Leur lien, forgé dans le feu des épreuves, était profond et indéfectible. Ils étaient devenus une sorte de famille, même s'ils ne le prononçaient pas à voix haute. Ils échangeaient de rares mots, mais leurs regards, leur toucher s'en disaient long. Sila voyait en elle non pas seulement une femme sauvée, mais une mère forte, sage, incroyablement résiliente, qui avait traversé l'enfer et avait tenu bon. Elara voyait en lui non pas seulement un cow-boy, mais un homme au grand cœur, capable d'une véritable bonté et d'un sacrifice de soi. Le nourrisson fut nommé Adam, signifiant homme. Ce nom devint le symbole d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie née au milieu de la tempête et de la solitude. Finalement, le blizzard se calma complètement. Le ciel au-dessus de la vallée s'éclaircit, révélant un manteau de neige éblouissant et immaculé, scintillant sous les rayons du soleil. Le monde, qui avait été enfermé dans un voile blanc, s'ouvrit. Cela apporta non seulement un soulagement, mais aussi de l'inquiétude. Silas savait qu'avec la fin de la tempête, leur isolement prendrait fin. Tôt ou tard, quelqu'un apparaîtrait. Et il avait raison. Quelques jours plus tard, alors que Silas était parti vérifier les pâturages éloignés, il remarqua des traces. Pas d'animaux, humaines. Et il y en avait beaucoup. Les traces venaient du sud, d'où il le soupçonnait, et Lara était venue. Le cœur de Silas se serra. Une poursuite. Il retourna à la cabane, le visage sombre. « Ils arrivent, non ?» dit-il brièvement à Elara, sa voix tendue. « J'ai vu des traces. Ils viennent du sud. Il est probable qu'ils te cherchent. » Le visage d'Elara pâlit. La peur qu'elle avait si longtemps contenue se manifesta maintenant dans toute son ampleur. « Mon ancien maître, » murmura-t-elle, « il ne lâche jamais les siens. Il me trouvera, et il prendra Adam. » Silas sentit une rage monter en lui. L'idée que quelqu'un puisse enlever cet enfant, cette nouvelle vie qu'il avait tenue dans ses bras, était insupportable. Il regarda Adam dormant paisiblement dans son berceau improvisé. Cet enfant était devenu tout pour lui. Il ne pouvait pas. Laissez cela arriver. Non, dit fermement Silas, sa voix emplie de détermination. Il ne le prendra pas, ni toi non plus. Je ne le permettrai pas. Et Lara le regarda, ses yeux pleins d'espoir et de peur. Mais ils sont nombreux, Silas, et tu es seul, et ils sont armés. Je ne suis pas seul. Silas prit sa main, son regard était plein de force. Maintenant, nous sommes 3, et je me battrai pour ma famille. Pour la première fois, il prononça ce mot, famille. Il sonna naturellement, juste, comme s'il avait toujours été à sa place. Il comprit que ces deux-là étaient devenus tout pour lui. Ils avaient comblé le vide laissé par Mary. Il n'était plus un cow-boy solitaire pleurant le passé. Il était un protecteur, un père, un mari. Il commença à se préparer à la défense. Vérifia son fusil, chargea son revolver, barricada les portes et les fenêtres. Il savait que les chances n'étaient pas en leur faveur, mais il était prêt à se battre jusqu'à son dernier souffle. Il ne pouvait pas permettre que cette nouvelle vie, ce cri d'espoir, soit étouffé par la cruauté de l'ancien monde. Il les protégerait, à tout prix. Le matin apporta non seulement un soleil éclatant, inondant la vallée d'une lumière éblouissante et scintillante, se reflétant sur la neige immaculée, mais aussi d'ombres sinistres et allongées, annonçant une nouvelle menace.
Silas, debout à la fenêtre, la main fermement serrée sur la crosse de son Winchester, observait un groupe de cavaliers, tels des prédateurs, approcher de la cabane. Ils étaient 5, leurs silhouettes se dessinant clairement sur le fond du ciel matinal, et leurs intentions étaient évidentes. Ils étaient des chasseurs, et leur proie était Elara, et peut-être son fils. Il sentit monter en lui une détermination froide et d'acier, forgée par des années de solitude et la récente découverte d'un sens. Il n'y avait pas de peur, seulement une concentration absolue sur la bataille à venir. « Ils sont là », dit doucement Silas. Sa voix était calme, dénuée d'émotion. Mais Elara, serrant contre elle Adam endormi, frissonna. Son regard était dur comme la pierre. Elle savait que ce jour devait arriver, que le passé ne la laisserait pas partir si facilement. Silas sortit sur le porche, le Winchester dans ses mains était le prolongement de lui-même, son unique allié à ce moment. Il se tenait droit, sa silhouette inébranlable, comme un vieux chêne ayant survécu à des centaines de tempêtes, sans être brisé par les vents. « Que voulez-vous » Sa voix résonna fort et clair, se propageant dans la vallée enneigée, lançant un défi. Le chef du groupe, un homme costaud au visage rude et débalafré, avec un long fouet à la ceinture, ricana, son ricanement plein de mépris. « Nous voulons notre propriété, une esclave en fuite, et peut-être le gamin, si c'est sa progéniture. Donne-la nous, cow-boy, et nous te laisserons tranquille. Sinon, ce sera pire. »« Il n'y a pas de votre propriété ici, » répondit Silas. Son regard était glacial, perçant. « Il y a une femme et son fils, et ils sont sous ma protection, la mienne et seulement la mienne. Alors, tu cherchais les problèmes, fermier ?» Le chef sortit son revolver de son étui. Ses yeux se plissèrent. « Nous les prendrons de force, et tu regretteras de t'être mis en travers de notre chemin. » Silas n'attendit pas. Il tira, visant non pas l'homme, mais le sol devant le chef, soulevant une fontaine de neige et de boue. C'était un avertissement, clair et sans équivoque. Les bandits s'immobilisèrent, stupéfaits par sa détermination inattendue. Ils s'attendaient à une proie facile, un fermier intimidé, et non à une résistance désespérée. La fusillade commença. Les balles sifflaient, comme de méchantes guêpes, s'écrasant contre les rondins de la cabane, laissant derrière elles de profondes marques et des geysers de poussière de bois. Silas, utilisant sa longue expérience de chasseur et sa connaissance du terrain, mena le combat d'intelligemment et avec calcul. Il ne se contentait pas de tirer, il manœuvrait, se retirait derrière des abris, les forçant à gaspiller leurs munitions et à s'énerver, sapant leur confiance. Il était seul, mais il se battait pour 3, pour sa famille nouvellement trouvée, pour son avenir. Il visait précisément, non pas pour tuer, mais pour les neutraliser, les blesser, les priver de la capacité de continuer le combat. Elara, cachée à l'intérieur de la cabane avec Adam, entendait chaque coup de feu, chaque cri, chaque gémissement. Son cœur se serrait de peur pour Silas, pour leur avenir, pour la vie de son enfant. Elle serrait Adam contre elle, murmurant des prières. Mais elle savait qu'il se battait pour eux, pour leur liberté. La bataille ne dura pas longtemps, mais elle sembla une éternité. Silas était un tireur trop expérimenté, et sa détermination trop forte pour céder. Il blessa 2 bandits, força les autres à reculer, leurs visages déformés par la peur et la douleur. Le chef, voyant la partie perdue, jura, sa voix pleine de rage impuissante, et ordonna la retraite. Ils montèrent à cheval et s'enfuirent, ne laissant derrière eux que des nuages de poussière de neige qui se dissolurent rapidement dans l'air. Quand tout fut calme, et que seul le vent bruissait dans les arbres, Silas rentra dans la cabane. Son visage était couvert de suie et de neige. Une égratignure était visible sur sa pommette, mais dans ses yeux brûlait le feu de la victoire et du soulagement.